Eh bien, il est 8h15 sur Studio Calita et nous espérons être en ligne avec le docteur Emmanuel Navon. Docteur Emmanuel Navon, qui est, vous le savez, spécialiste en géopolitique de l'Université de Tel Aviv. Nous allons parler avec lui des déclarations du président américain Donald Trump. Des déclarations qui ont quelque peu surpris, pas véritablement inquiété, mais qui ont quelque peu surpris en Israël. Également, nous parlerons des déboires de certains de ses conseillers. Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Calita. Je disais que les déclarations de Donald Trump ont quelque peu surpris à Jérusalem, les déclarations sur cette contrepartie que l'État d'Israël va devoir payer après la reconnaissance par les Américains, par Donald Trump, de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors ces déclarations ont quelque peu surpris, mais pas véritablement inquiété. C'est exact de le dire à Jérusalem, côté israélien? Il faut bien comprendre qu'avec Donald Trump, on a en réalité deux présidents. Il y a le président qui donne ses discours écrits à l'avance et qui les lit du téléprompteur. Et puis il y a le Donald Trump des tweets et des déclarations à l'emporte-pièce dans des événements politiques comme il y a 2 jours. Donc il y a les deux Donald Trump. Alors est-ce que cette déclaration a été réfléchie et a été coordonnée avec ses conseillers ? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une déclaration à l'emporte-pièce? On ne sait pas. Apparemment, ça n'a pas été en tout cas coordonné avec John Bolton qui était en Israël au moment où Donald Trump a tenu ses propos et qui, quelques heures après, s'est, on va dire, plutôt démarqué de ses déclarations en affirmant que reconnaître Jérusalem, c'était quelque chose de normal et de naturel pour les Américains et qu'il n'y avait pas de contrepartie nécessaire dans ce contexte. C'est quand même une manière de dire le président américain ne sait pas exactement toujours ce qu'il dit, quoi. Alors justement, cette déclaration de Donald Trump n'a pas été faite dans un discours officiel, Oui. écrit à l'avance et coordonné avec ses conseillers. Ça a été une déclaration à l'emporte-pièce et par conséquent, je pense qu'il ne faut pas lui attribuer trop de poids. On est habitué avec Donald Trump à ce genre de déclaration et je ne pense pas qu'il s'agit d'une déclaration qui a été coordonnée avec ses conseillers. Même si c'est pas vraiment la première fois que lui-même parle de contrepartie de la part d'Israël. Il y a eu déjà des rumeurs, même certains de ses conseillers, comme Jason Greenblatt avait sous-entendu que le plan de paix, ce fameux deal du siècle dont on parle depuis maintenant 20 mois, mais dont on ne connaît pas véritablement la teneur, eh bien, n'allait satisfaire ni les Israéliens ni les Palestiniens. C'est-à-dire, à quoi doit-on s'attendre à votre avis? Est-ce que finalement on doit s'attendre, comme le disent certains Israéliens, certains officiels israéliens, à un plan de paix qui sera d'une manière ou d'une autre favorable à Israël et que les Palestiniens ne pourront pas accepter? Ou alors, justement, doit-on s'attendre à payer le prix de cette reconnaissance de Jérusalem et de ces gestes faits par le président américain? Comme vous l'avez dit vous-même, ça fait 20 mois qu'on entend parler de ce plan de paix, de ce soi-disant plan de paix. Et on a donc de bonnes raisons d'être sceptique qu'il va être publié parce que quand on parle aussi longtemps d'un plan... Ah, nous avons une petite... Nous avons quelques difficultés à vous capter, Emmanuel. La ligne se coupe peu à peu. Emmanuel? Oui, je vous entends. On ne vous entendait pas pendant quelques secondes, là. Pardon, oui, donc je disais que même lorsque John Bolton était en Israël hier ou avant-hier, il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de calendrier pour la publication de ce fameux soi-disant plan de paix dont on entend parler depuis presque 2 ans. Donc là aussi, on a de bonnes raisons d'être sceptique. Maintenant, que faut-il attendre? Encore une fois, si on regarde l'histoire du conflit israélo-palestinien et l'histoire des négociations, le scénario le plus commun, c'est qu'il y a un plan de paix, il y a des négociations et qu'au bout du compte, quelles que soient les propositions, quelles que soient les négociations, le leadership palestinien finit par rejeter toute proposition de compromis. Donc si les États-Unis soumettent un plan de paix, il est évident qu'il y aura dedans des éléments qui seront rejetés par les Palestiniens. On peut penser entre autres au soi-disant droit du retour et donc qu'ils le rejetteront. Donc il y a quand même une histoire qui ne cesse de se répéter sur la question des négociations et que tout pense à penser qu'elle se répétera si un plan de paix effectivement est soumis. Et comme je l'ai dit, même là-dessus, on a de bonnes raisons d'être sceptiques.
Alors, Emmanuel, le président américain a tenu ses propos alors que à Washington, deux de ses anciens conseillers avaient été sur la sellette, et en particulier son ancien avocat Michael Cohen, qui a reconnu avoir payé des pots de vin à certaines compagnes de Donald Trump pour les faire taire et éviter qu'elles ne révèlent certains détails compromettants de leur relation. Est-ce qu'on a le sentiment du côté démocrate d'abord que ces développements interviennent vraiment au meilleur moment, c'est-à-dire à quelques semaines des élections du midterm, et que l'on espère côté démocrate que cela au moins renforcera le camp démocrate au Sénat et au Sénat. Ce sont des élections pour le Sénat, mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le siège de Donald Trump est en danger? Est-ce que l'on peut parler de risque d'impeachment, de destitution du président américain après ces dernières révélations? Honnêtement, je ne pense pas. Je vous rappelle d'ailleurs que sur la question du gain politique pour les démocrates, n'oubliez pas que quelques mois avant les élections la présidentielle, il y avait eu ces enregistrements qui avaient été publiés sur des propos compromettants de Donald Trump sur ses relations avec les femmes, et que cela avait été effectivement récupéré évidemment par Hillary Clinton, mais cela n'a pas aidé la campagne de Hillary Clinton. Il faut bien comprendre que pour l'électorat de Donald Trump, ce genre de choses, ils sont prêts à lui pardonner. Et sur le plan purement légal, la véritable question est la suivante. Si Donald Trump a payé de l'argent pour que ces femmes se taisent, techniquement, c'est légal. S'il a payé de sa poche, c'est légal. S'il a payé du fonds de la campagne, ça, en revanche, c'est illégal. C'est ça la seule question, en fait, qui va devoir être jugée. À savoir... Même si le fonds de sa campagne, c'est essentiellement son argent? Alors, en fait, c'est ça la véritable question. C'est-à-dire que là, on va vraiment commencer à couper les cheveux en quatre de point de vue juridique. Qui est-ce qui est sorti directement de sa poche? Est-ce que c'est sorti du fonds de la campagne financé par lui? Donc, en fait, on va se retrouver, si vous voulez, dans une espèce de casuistique juridique très poussée. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait véritablement un risque d'impeachment. Je voudrais en profiter pour vous demander, on aura probablement l'occasion de se reparler à propos des élections du midterm, mais quelle est l'atmosphère, la popularité de Donald Trump aujourd'hui dans l'opinion publique américaine? Est-ce que c'est un président qui est apprécié pour ses résultats concrets, parce que quelque part l'économie américaine semble s'être redressée, il y a apparemment moins de chômage, il y a un peu de meilleurs résultats économiques, et d'une certaine manière cela doit satisfaire l'opinion publique, même si eh bien les frasques du président, eh bien ça fait partie du théâtre, du décor aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui aux États-Unis, la perception de Donald Trump est très très partisane, c'est-à-dire que les démocrates le détestent et les républicains qui ont voté pour lui, ce qui n'inclut pas tous les républicains, l'adorent. Donc, même si l'économie avait une croissance de 20%, avec 0% de chômage, les démocrates continueraient de dire que c'est le pire président que les États-Unis n'aient jamais eu. Et même si l'économie était en crise, ses électeurs continueraient de dire que c'est le meilleur président que les États-Unis n'ont jamais eu. Donc, c'est devenu tellement partisan, ça n'est pas du tout lié aux résultats de sa politique, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel et de partisan. Et puis, évidemment, il y a la question des républicains, des candidats républicains aux élections sénatoriales qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui comprennent qu'ils ont besoin de son soutien pour se faire réélire. Au sein du Parti républicain, il reste une figure très controversée. Beaucoup de républicains continuent de le rejeter, mais les candidats républicains, je dirais par calcul politique, ne peuvent pas se permettre de trop critiques à son égard, justement parce que cela porterait atteinte à leur chance de se faire élire. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Navon, docteur Emmanuel Navon, de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers, sur ces déclarations de Donald Trump, un peu à l'emporte-pièce, donc concernant la contrepartie qu'Israël va devoir ou pourrait devoir payer en échange de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et puis sur l'état actuel de Donald Trump, la popularité face à ses affaires, les affaires dans lesquelles ses conseillers sont impliqués. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous marquons une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfin, quelle est sa chronique Un jour, notre histoire.